Bonjour Bruno, comment vas-tu? Bonjour Alexandre, bah écoute, je vais bien. Super. T'as toujours un sourire qui est fabuleux, quoi qu'il arrive dans ta vie. T'as toujours ce sourire-là et je trouve ça vraiment fabuleux. Il y a quelques temps de ça, tu as perdu ton chat, Bah, pas plus tard qu'hier en fait. pas plus tard qu'hier. Donc, et puis il y a eu quelque chose de particulier qui s'est passé. On va en discuter. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de justement parler de la relation que l'on a avec les animaux. Mhm. Parce que ça apporte, hein, on peut parler de zoothérapie, c'est ça, zoothérapie, Oui. mais même sans aller dans ça, les animaux qui nous accompagnent sont là et puis ça nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, cette relation qu'on a avec les animaux, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il y a de fin par rapport à ça? Bah, d'abord, je crois qu'il faut, comment dire, se rappeler ce que nous dit de nombreuses traditions depuis des millénaires et ce que confirme aujourd'hui la physique quantique, c'est que tout est lié, c'est-à-dire donc on est tous interreliés, qu'on le veuille ou non. Et moi qui passais beaucoup de temps avec les bouddhistes, dans le bouddhisme, toutes les vies sont importantes ou un sens. Donc on a un lien avec les animaux et c'est comme les êtres humains qui nous entourent. Ils ne sont pas là par hasard dans notre existence. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. On dit souvent que l'animal reflète le maître. Donc, il suffit des fois on regarde la bouille du chien, mais on regarde la bouille du maître. C'est assez extraordinaire. Mais au-delà de ça, c'est le lien qu'on a avec la nature. L'animal représente une grande part de nous, entre autres la part instinctive évidemment, et puis et le rapport affectif qu'on va entretenir avec, parce que contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, justement peut-être pour nous faire avaler la pilule quand justement on abat des animaux comme ça volontiers, c'est qu'ils ont des affects aussi. Mm. Donc ils ont des affects, ils ont des émotions, ils connaissent la souffrance, ils ressentent la souffrance exactement comme nous, mais à un degré de conscience qui est différent du nôtre. Donc, mais l'animal, et ça c'est extraordinaire parce que moi j'en ai fait l'expérience quand je partais méditer. Au début ça me surprenait, maintenant ça ne me surprend plus du tout. Mais l'animal est vraiment réceptif à notre état d'être. Et donc quand je pratiquais par exemple la méditation dans la nature, je voyais des animaux sauvages venir autour de moi. Alors, les gens pensent que c'est un miracle, mais ça n'a rien de miraculeux. C'est que justement on fait abstraction de notre ego pendant un moment, et l'animal il sent la connexion. Et je voyais des biches qui venaient brouter autour de moi, ou qui venaient même carrément se coucher à mes pieds. Des renards, c'est pas rare que j'ai pu voir, ou des oiseaux se poser, mais vraiment à côté de moi. C'est sur le banc. C'est assez extraordinaire. Même on peut bouger, mais quand l'esprit est complètement disponible, en état de grande réceptivité, eh bien l'animal sent qu'il n'y a plus de danger puisqu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental. Donc il vient volontiers. Et je me souviens d'ailleurs, entre autres, Chimène Rinpoche, que j'ai fréquenté pendant 15 ans, il était considéré comme le maître des oiseaux, et c'était pas rare de voir des oiseaux venir se poser sur ses épaules pendant qu'il discutait. Les gens regardaient, ils étaient assez étonnés, mais c'était assez absolument fantastique. Et l'animal a cette capacité de perception. Évidemment, il sent le danger, il sent l'intention, il perçoit l'intention, etc. Et c'est pour ça que c'est important, justement, l'attitude qu'on a avec l'animal. Et l'animal, j'ai envie de dire, il est comme une espèce de médium. Parce que souvent, on en veut à l'animal parce qu'il va avoir un certain comportement, mais il est directement influencé par notre état d'être. Mm. Ça, il faut que les gens vraiment le comprennent. Donc, si on a un chien qui devient agressif, etc., le chien ne fait que traduire notre propre agressivité. Si on est stressé, l'animal, il va le prendre. Et on sait même d'ailleurs que l'animal a tendance même à prendre les maladies de ses maîtres. Et ça, il faut le savoir. Donc, si on veut vraiment faire du bien à notre animal, ben, c'est comme avec tous les autres êtres humains. Il faut se faire du bien d'abord à soi, avoir une bonne relation avec soi. Ça, on en a largement Oui, parlé. oui. Mais ça affecte effectivement complètement le règne animal. Et donc, c'est pour ça que prendre soin de son animal, parce que malheureusement, moi, ce que je regrette, c'est que pour beaucoup, l'animal, c'est, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, est chosifié. C'est-à-dire on le voit le matin, il reste toute la journée tout seul, le pauvre, on réalise pas ce qu'on lui fait subir, et le soir on le récupère à la fin de notre travail, mais il a passé toute la journée à s'emmerder, à nous attendre, et nous c'est juste notre objet utilitaire, on est content de l'avoir. Et je regrette que beaucoup de gens d'ailleurs achètent des animaux, c'est juste pour combler un manque,
affectif, ou parce qu'il voit dans l'animal presque une espèce de jouet. Et c'est pas un jouet, c'est réellement un être sensible qui ressent des émotions, qui ressent la souffrance, qui ressent l'environnement du maître. Et ça, il faut le savoir. C'est vraiment important. Tout à l'heure, tu parlais de notion de conscience. Et j'aimerais bien revenir là-dessus parce que j'ai eu déjà eu une discussion avec d'autres personnes. Est-ce que les animaux ont une conscience ou pas? Puis il y a beaucoup de débats autour de ça. Toi, tu indiques comme quoi ils ont un autre niveau de conscience. Oui. Alors, selon moi et selon justement les bouddhistes, ils disent qu'effectivement, il y a une échelle de conscience en fait, même chez l'être humain. Il y a des niveaux, comme il y a des niveaux de conscience chez les êtres humains, et plus le niveau de conscience est élevé, plus on a conscience, par exemple, de l'impact de nos actes, de nos actions, etc. C'est-à-dire que plus la conscience s'élève, on en parlait, plus il y a un sens de responsabilité qui se développe. Et aussi de tout ce que l'on crée, etc. Et il est moindre, évidemment, dans le règne animal. Mais il y a quand même une conscience. C'est pour ça que des fois, on dit que l'animal ne souffre pas. Mais bien sûr que si, qu'il souffre. Et bien sûr qu'il a conscience de sa souffrance aussi. Mais peut-être à des degrés moindres que chez nous. Mais ça n'empêche, et c'est là où c'est important, de se rendre compte que nous, on a une énorme responsabilité par rapport à l'animal, justement, parce que lui, il dépend complètement de nous. C'est pour ça qu'on a fait disparaître des espèces, et encore une fois, toutes nos actions, lui, il va carrément les subir. Et ça, c'est vraiment important, alors que l'animal, lui, il ne crée rien. Alors là, il y a aussi un autre aspect qui est très important, c'est le mental, c'est la capacité à créer, à inventer, à calculer, à faire des choses que l'animal ne possède pas, en tout cas de manière relativement faible. Mais en ce qui concerne la conscience, ils ont effectivement une conscience, c'est évident. Oui, parce que quand tu parles de cette notion de créer, c'est versus l'homme qui est tout le temps en train de créer, d'inventer, oui. Par rapport aux animaux qui eux, c'est plus instinctif, c'est ça? Tout à fait. Bah oui, l'animal, il obéit à l'instinct. Mais ce qui est intéressant, alors là, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On peut voir beaucoup d'ouvrages et d'auteurs, et on retrouve ça aussi chez les bouddhistes aussi, c'est que justement l'homme a un rôle à jouer dans le règne animal parce que justement comme il a cette conscience plus élevée, plus aiguisée, il semblerait-il qu'il peut aider l'animal justement à élever son niveau de conscience. Et là, on rejoint cette interdépendance, c'est que là, nous avons besoin aussi des animaux, parce que si demain la nature disparaît, ça va être absolument catastrophique parce que ça participe à notre équilibre. Mais en même temps, nous avons, dans cette interdépendance, nous avons la capacité à aider justement la conscience de l'animal à s'élever. Et bon, ça c'est un débat, mais quand on fréquente beaucoup l'animal, justement en conscience, et quand on a une démarche, on va dire, spirituelle, on peut voir qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement dans le rapport avec l'animal. Je me souviens d'une amie qui m'avait invité chez elle parce qu'elle avait fait rentrer un deuxième chat. C'était absolument catastrophique. Et puis elle, comme elle était stressée, je lui dis, il faut que tu te rendes compte que ton animal, ces animaux et le rapport qu'ils ont entre eux, est en train simplement de refléter le rapport que vous avez entre vous ici. Et toi, et comme tu es stressé parce que tu veux absolument qu'ils s'entendent, ils ne peuvent pas s'entendre comme ça. Et c'était très drôle parce que j'ai passé une semaine chez elle. Dès le premier jour, c'est amusant, un des chats est venu sur moi, il s'est complètement détendu. Sa chatte, qui était la plus ancienne, c'est pareil, elle était très stressée parce qu'elle sentait le stress de sa maîtresse. Mais en l'espace de quelques jours, c'est absolument extraordinaire. Donc je lui ai montré, je lui ai dit, tu vois, il faut d'abord que tu crées l'harmonie en toi, et tu vas créer l'harmonie autour de toi. L'animal, il va le ressentir, et ça va lui faire un bien fou. Je lui ai dit, mais il faut que tu arrêtes de te stresser, de voir que les animaux, c'est normal, ils ont un rapport hiérarchique, jusqu'à ce qu'ils s'établissent, que ça trouve sa place. Je dirais, il y a ça, mais si toi, tu peux apporter ta conscience, justement. En apportant l'harmonie, en faisant sentir, tu peux réellement apporter énormément à ces deux animaux, puisque tu viens d'en faire rentrer un nouveau. Et il y a une chatte qui est plus ancienne, qui est nettement plus ancienne que le nouveau. Donc, c'est normal, elle est sur son territoire, ce sont des animaux de territoire avant tout. Mais toi, justement, tu peux apporter ta conscience, justement, dans ce rapport entre ces deux chats.
Et ce qui fait que, bah voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est parfait, tout se passe bien. Ouais, et puis surtout les chats, c'est très territoriaux, donc. Ah oui, 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 tout à fait. L'animal est très. D'ailleurs, il faut savoir, c'est que on dit souvent que on croit adopter un chat, mais en réalité, c'est plutôt le chat qui nous adopte. Oui, oui, c'est clair, oui. C'est clair. Parfois, je me demande quel est le dialogue interne du chat quand il voit les humains se mettre à quatre pattes et puis faire miaou. Oui, oui. C'est quelque chose. Alors Ouais. bon, je suis pas comportementaliste, mais il y a certainement beaucoup de choses à dire sur l'animal, sur les chats, les chiens, c'est pareil, mais on voit à quel point ils sont vraiment directement affectés par notre attitude et notre état d'esprit. Et là aussi, puisqu'on parle justement comme mon chat, plus ancien de mes chats, s'appelait Gaspard. Gaspard, oui. Je l'ai accompagné et là on voit l'effet de la méditation au moment de la mort pour l'animal. C'est absolument, dès l'instant où je suis entré en méditation, le processus s'est accéléré. Et bon, là il y a des pratiques que je ne vais pas décrire ici, ce serait trop long, mais on peut aider vraiment l'animal à mourir vraiment dans un grand état de paix. Et c'est extraordinaire à la fin. Tout s'est accéléré, il est parti, et je l'avais sur mes genoux. Et je me suis mis profondément en méditation pour justement le vivre sans mon mental, sans justement les affects. Et ça a permis justement à Gaspard vraiment de partir dans un grand état de paix. Et à ce moment-là, il y a des phénomènes qui se passent qui sont absolument extraordinaires, justement. Une expérience justement vraiment au-delà du mental qui se passe justement avec l'animal. Et c'est magique, c'est véritablement magique. Je peux près, alors évidemment la comparaison est difficile à faire, mais moi j'ai accompagné ma mère au moment de la mort, et là aussi c'est pareil. Bon, comme je pratiquais déjà depuis de longue date la méditation, ça m'a permis d'accompagner justement ma mère dans le décès, et on voit grâce au pouvoir de la méditation, on peut énormément apporter justement à la personne ou justement à son animal de compagnie. On peut énormément apporter justement pour l'aider à partir. C'est quelque chose, je voulais aborder un petit peu plus tard, comment est-ce qu'on gère le décès d'un animal, parce que c'est quelque chose qui nous affecte, hein. On a tous vécu. Ben, Excuse-moi. tout dit. Non, t'as pas tout dit, mais à la rigueur, on va l'aborder maintenant, parce que quand tu as accompagné Gaspard, en effet, il était donc sur tes genoux, et puis donc il est parti comme ça, et donc tu t'es mis dans un état méditatif qui a permis de quoi, de fusionner, comment t'appellerais ça? Comment dire? En fait, c'est pas réellement une fusion. C'est que on se met en, parce que la méditation nous permet de nous mettre en phase avec notre véritable nature. Mm. Et comme dans le bouddhisme, on dit que la nature de tous les êtres est identique. C'est-à-dire que c'est comme, comment dire? Pour prendre une image, imaginons qu'on est une vague de l'océan. Mais nous sommes en même temps l'océan. La méditation, ça serait un moyen, une sorte d'ouverture qui fait qu'on se connecte à tout l'océan, à l'océan. Donc on se connecte, et on se connecte donc automatiquement à la nature du chat aussi. Mm. Et à ce moment-là, le fait d'être complètement en phase avec notre véritable nature, on se met en phase avec la véritable nature de l'animal. Et donc là, on peut vraiment l'accompagner justement dans ce processus d'abandon, puisque là, il faut pouvoir justement, pour bien vivre sa mort, il faut pouvoir complètement s'abandonner. Ce qui empêche justement de bien mourir, et c'est vrai pour les êtres humains, justement, c'est l'attachement. C'est qu'on reste accroché, on reste accroché. Et alors avec un animal, c'est beaucoup plus facile, parce que justement, dans le règne animal, la mort fait vraiment partie de la vie, pour nous aussi. Mais nous, comme on a artificialisé, et puis on a une vision de la vie et de la mort qui est complètement dualiste, qui est au niveau des apparences, ça, on est complètement coupé. Mais là, justement, le fait justement de pouvoir complètement s'abandonner, et la mort est d'autant moins douloureuse justement qu'on arrive à complètement s'abandonner, à complètement lâcher prise. Donc là, c'est un peu une façon justement d'aider complètement l'animal à lâcher prise. Parce que si nous on reste dans l'attachement, on va inconsciemment empêcher l'animal de vivre son deuil, de complètement s'abandonner. Et là, le truc, c'est justement d'arriver à complètement s'abandonner. Donc il faut soi-même lâcher prise. Et c'est amusant parce que justement Gaspard m'a demandé véritablement. Je voyais les derniers instants, puisque ça a duré un peu toute la journée du dimanche. Le dimanche matin, on voyait son corps commençait à le lâcher. Il avait quasiment plus de tonus musculaire. Et donc, il commençait à s'éteindre. Et dès que j'étais avec lui, il s'abandonnait. Il était plus dans le stress et dans l'agitation. Vous voyez, il avait des mouvements comme ça qui indiquaient effectivement un niveau de stress. Et dès que je le prenais dans mes bras, j'ai carrément pris sur ma poitrine à un moment pour qu'il puisse s'abandonner. Et là, il s'est complètement détendu.
Et alors, je pourrais pas tout le temps avec lui, mais à la fin, quand je l'ai pris sur mes genoux, je sentais que c'était vraiment, c'était le moment. Moi, je savais pas vraiment, mais en tout cas, intuitivement, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je m'étais d'abord mis assis à côté de lui en méditation, et là, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il a commencé à s'agiter dès l'instant où je me suis mis en méditation. C'était comme une espèce d'appel. Donc après, je suis venu près de lui, je l'ai pris sur mes genoux, et puis là, ça a dû durer à peu près 1 ou 2 heures, où progressivement, il a commencé à s'abandonner, il a poussé plusieurs soupirs comme ça. Et puis après, il a eu son dernier soupir, donc on voit les contorsions du corps, etc. Alors ça peut paraître spectaculaire, mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Là, il faut rester vraiment demeurer dans un état de paix total pour justement l'accompagner. Et puis là, bon, parce que bon, j'ai une longue pratique, il y a des phénomènes de vision qui se produisent à ce moment-là, qu'on perçoit, qu'on ressent, et à ce moment-là, on sait que voilà, le processus est véritablement enclenché. Et là, il y a un phénomène de total abandon, et là, on sent que ça y est, voilà, il est parti. Je l'ai vu partir, j'ai vu quitter son corps, et la respiration s'est arrêtée, la convulsion est encore un petit peu après, puisqu'il y a des mécanismes. Ouais. Neuronaux qui préexistent encore, et puis après, ben voilà, c'est l'abandon complet. Alors après, il faut soit justement faire son deuil. Parce que justement, comment est-ce que tu fais là après? Ben, il y a la douleur de la séparation, ce qu'on ne vit pas tout de suite quand on pratique la méditation, on ne le vit pas tout de suite, on le vit après, parce que justement là, il faut faire abstraction justement de sa douleur, puisqu'il a besoin de nous à ce moment-là. Donc, si on se met, c'est comme quand ma mère est décédée, c'était pareil. Je n'allais pas me mettre à pleurer à ce moment-là, parce que c'est elle qui partait, donc elle avait besoin de moi. Donc à ce moment-là, on se met tout entier avec la personne, mais après, on va avoir forcément un phénomène de décompensation. Donc ben, là, il faut sortir ses émotions, il faut les laisser s'évacuer. On est touché, on sent que ben, voilà, il y a un phénomène de manque qui est tout à fait normal, qui est lié à l'attachement. On sait qu'il est parti, qu'on va avoir du chagrin. Et ça, justement, à ce moment-là, il faut avoir de la compassion pour soi, il faut l'accueillir, il faut l'accepter. On va être traversé par toutes sortes d'émotions, aussi diverses que variées. Et ça, il faut l'accepter, parce qu'en même temps, c'est un phénomène de purge. C'est-à-dire qu'on va vraiment se nettoyer. Et c'est là où ce que tu disais, la mort, que ce soit d'un proche ou même d'un animal de compagnie, est un bon moyen justement de se libérer justement de l'attachement. Et ça nous aide justement à nous abandonner, comme disait Sogyal Rinpoche. Il disait que ce soit les échecs, les séparations, les morts des autres aussi, sont toute une préparation à notre propre mort. Parce que nous, on va passer par ce processus à un moment ou à un autre, qu'on le veuille ou non. Donc le fait d'assister un proche ou même un animal, ça nous aide justement nous aussi à nous préparer, parce que ça va nous arriver, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est vrai que nous, on a tendance à mettre ça de loin. Aujourd'hui, à l'époque du jeunisme, on prend toutes sortes de compléments alimentaires, anti-âge, etc. On se dit qu'on va peut-être pouvoir reculer l'échéance, mais on reculera l'échéance, mais on l'évitera pas, parce qu'on ne deviendra pas immortel, et tant mieux, parce que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a déjà une catastrophe démographique, et en même temps, ça va poser des gros problèmes. Parce que il faut que les gens acceptent, c'est que le processus de la mort, les gens voient la vie et la mort comme quelque chose de séparé. Alors que la mort fait partie du processus de la vie. Il a toujours fait partie du processus de la vie. Et en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on meurt à chaque instant. Sans arrêt, nos cellules se renouvellent, de plein de cellules, je crois que tous les 7 ans, on change de corps, de très nombreuses cellules sont mortes, sont recréées, on ne le sait pas, mais en fait, on a changé un nombre incalculable de fois, on a changé notre corps, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc l'impermanence, c'est la nature même de la vie. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Et je me rends compte à quel point le fait d'avoir eu toute cette démarche, cette préparation, ça permet justement de vivre ça dans un total abandon, et justement de pouvoir accueillir soi-même ses propres émotions, parce que c'est une part de nous qui meurt aussi en l'autre. Et c'est de pouvoir accompagner l'autre ou l'animal, c'est une façon de s'accompagner aussi soi-même. Ça, j'aime bien quand tu dis, hein, c'est une part de nous qui part, et pour toutes les personnes qui ont eu un animal et puis qui est décédé, qui est parti, en effet, on le sent, hein, il y a le côté affect, mais on sent aussi je dirais un poids, mais c'est pas le terme poids qui veut dire, mais vraiment une partie de toi qui part. Oui, mais bon, il faut avoir conscience que ce qui crée la souffrance, c'est vraiment l'attachement.
Donc, et il y a toujours de l'attachement, qu'on le veuille ou non. Même chez un grand pratiquant, il y aura toujours de l'attachement parce que c'est inévitable. Mais on va dire chez un grand pratiquant, il sera beaucoup moindre. La preuve, c'est qu'une personne qui n'a pas ce genre de démarche, certains n'arrivent pas à se remettre d'un deuil, d'un décès. Pour eux, ça bouleverse complètement leur vie, ils sont complètement anéantis. Un pratiquant va être vraiment touché, il va être très ému, il va passer par une phase tout à fait normale de deuil, mais très vite il va se remettre et il va retrouver justement le lien avec la personne décédée, c'est-à-dire l'amour. L'amour, la compassion, parce que l'amour, on en a déjà largement parlé, justement de cet amour inconditionnel qui relie les êtres. Et donc à ce moment-là, le manque disparaît parce que justement on est liés. On se rend compte qu'on est tous liés les uns les autres, on vit au niveau des apparences. C'est comme, encore une fois, pour reprendre l'image de la vague voit une autre vague, alors qu'en réalité, elle a la même nature. Ouais. Donc voilà. Et c'est pour ça que, justement, quand on parle du respect envers la nature et envers les animaux, c'est important de le réaliser parce que, je veux dire, c'est même pas philosophique, c'est plus on avance dans la pratique, dans la démarche, plus on a conscience de ça, et moins on peut faire justement de mal même à un animal, même le plus petit insecte, ça devient difficile parce qu'on se rend compte qu'il, comme nous, il incarne la vie, il est une manifestation de la vie, et c'est pour ça qu'on dit que justement, dans la tradition chrétienne, on est tous des enfants du bon Dieu, et même les animaux. C'est intéressant ce que tu dis. Le parallèle avec le bouddhisme aussi, et puis l'hindouisme, où ils protègent les animaux. Oui. La racine de tout ça, de toutes ces religions, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est qu'on réalise, et ça c'est encore une fois, c'est pas intellectuel du tout, c'est pas philosophique, c'est qu'on plus on pratique, plus on développe cette conscience de ce qui nous relie. D'ailleurs, c'est que, encore une fois, c'est comme si d'un seul coup, la vague prend conscience qu'elle est l'océan. Et donc, quand elle crée de la souffrance, j'ai envie de dire à d'autres vagues, d'une certaine manière, c'est comme si elle se faisait du mal à elle-même. C'est, comment dire, c'est comme si ma main gauche voulait faire du mal à ma main droite. Ça paraît ridicule. Donc, mais elle va pas faire ça, puisque elle fait partie de la même unité organique. Et quand justement la méditation, ça veut dire d'ailleurs, je crois, relié à, et comme le terme religion d'ailleurs, c'est amusant, on l'a oublié. Ouais. Mais religion, ça veut dire se relier à. Mais à quoi? C'est ça la question. Ouais. Et c'est pour ça que quand on est dans des concepts de Dieu, c'est là où ça commence à créer des histoires, parce que ça crée des mouvements sectaires, des mouvements parce qu'on est dans l'intellect, on ne le réalise pas, on ne le perçoit pas. Alors que la nature, c'est pour ça que Dalai Lama posait la question une fois à des chrétiens, mais quelle est selon vous la nature de Dieu justement? Parce que quand on sait que Dieu, ça vient du latin Deus, qui veut dire lumière. Donc là, il y aurait beaucoup à dire, mais on va pas entrer dans ce extrêmement délicat. Non, mais ça serait, moi, j'aimerais bien qu'on rentre là-dedans, mais peut-être pas dans cette émission-là, mais ça peut être super intéressant parce que, en effet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ça, c'est important. Moi, j'ai été troublé une fois, j'étais beaucoup plus jeune, et je pratiquais la méditation. J'avais pratiqué une méditation vraiment intense, et là, justement, j'ai eu, pendant un moment, cette perception du lien que j'avais, non seulement avec tous les êtres, mais avec la nature. Et à l'époque, j'étais encore jeune, et je mangeais de la viande, j'avais peut-être pas toujours des comportements très heureux avec les animaux, mais ça m'a bouleversé, et ça a été très difficile, parce que pendant un moment, j'étais chahuté entre mon fonctionnement habituel, ordinaire, on va dire, puisqu'on est plein justement d'habitudes et d'empreintes. C'est pour ça qu'au début, même si on a une prise de conscience, avant de se soustraire à l'habitude... C'est pas simple. Voilà, parce que justement, il y a un passage très douloureux, où on se dit, mais attends, tu prends conscience de ça, et en même temps, tu continues à fonctionner de cette manière. Et donc ça, c'est particulièrement... c'est une phase qui est particulièrement difficile. C'est un peu comme un adolescent qui n'est plus tout à fait un enfant, mais qui n'est pas encore un adulte. Cette espèce de phase de transition qui est un peu douloureuse. Et après, petit à petit, évidemment, mes comportements ont commencé à changer, entre autres vis-à-vis de la nature, où je développais beaucoup plus de respect, j'étais plus attentif, justement, et puis à me respecter moi, puisque je suis aussi la nature, notre corps il est issu de la nature, et donc plus on médite là-dessus, plus on s'en rend compte. Et après, mais je veux dire, on n'a pas besoin de morale, c'est parce qu'on ne peut plus faire de mal. Parce que faire du mal aux autres, faire du mal à l'animal, c'est se faire du mal à soi.
Donc c'est vraiment ça n'aurait absolument aucun sens. Ouais, c'est ça. Il arrive un moment où quand tu prends de plus en plus conscience, tu peux plus générer de mal. Ah ben non, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est que je me disais, il y a un moment, moi, c'était devenu insupportable d'avoir de la viande dans mon assiette, sachant tout ce qu'ils endurent comme souffrance. Parce que non seulement ils n'ont pas donné leur vie, on leur a pris. Mm. Et quand on voit les traitements, il y a encore pas longtemps, on a vu des choses, mais euh, qui pour moi dépassent l'entendement parce que je ne comprends pas. C'est comme si une personne se tapait sur elle-même, quoi. Finalement. Il y a une idée qui vient de popper dans ma tête, ça pop, à chaque fois, moi j'ai des pop. En effet, dans la société dans laquelle on vit, hein, on amène les animaux à l'abattoir, etc. Et puis c'est l'usine, quoi. Hein. On nourrit des millions et des millions de personnes par rapport à ça, et avec tout ce qui se détruit autour. Parce qu'il faut bien savoir que l'élevage intensif, c'est quand même pas non plus brillant. Si on revient un petit peu à quelque chose de plus, on va dire, dans la nature, à l'époque, il y avait des gens qui chassaient. D'accord. Là, je suis au Canada et ces notions d'Indiens qui chassaient avaient un grand respect pour les animaux qui chassaient. Et je pense qu'en Inde ou dans d'autres pays, c'est la même chose. Il y a un grand respect pour l'animal qui viennent de tuer, tout simplement. Alors oui, tout à fait. Alors d'abord, sachant qu'à l'époque, j'ai envie de dire, on pouvait presque pas faire autrement. Ouais. Mais ils ne prenaient que ce qui était essentiel pour eux, jamais plus. Donc l'équilibre dans la nature était préservé. Mm. Aujourd'hui, si on fait le constat, et d'ailleurs en seulement à peine 200 ans, on a complètement déséquilibré la nature. Donc, et nous, on essaie de récupérer ça par des moyens complètement artificiels, ce qui n'a aucun sens. Je pense aux OGM, à toutes sortes de choses comme ça, qui finalement sont en train d'épuiser complètement la terre. Et il y a plein d'autres choses auxquelles on assiste qui sont complètement absurdes. Et on crée des élevages intensifs qui sont en train d'épuiser les ressources de la terre, parce qu'on sait ce que coûte justement un élevage bovin. Et on sait très bien que les ressources de la planète n'y suffiront pas. C'est absolument impossible. C'est mathématiquement impossible. Donc ça n'a aucun sens. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de manger de viande. Et des études ont démontré justement notre corps est en train de se transformer pour devenir végétarien. Donc c'est pas pour rien. Et surtout, c'est que les gens qui se disent justement, soi-disant intelligents, ils devraient utiliser leur intelligence justement pour arriver à ça. Aujourd'hui, des études ont largement prouvé que les gens qui mangent végétaliens d'ailleurs vivent. C'est une population qui vit nettement plus longtemps que la majeure partie des personnes de ce monde. Donc là, on voit que justement, il faut que l'intelligence soit au service de l'homme et on n'aura plus besoin de consommer de viande du tout. On n'en a pas besoin. Encore une fois, je le disais la dernière fois, moi, depuis que je mange végan, je me suis jamais porté aussi bien. Avec en plus une perte de poids, une énergie nettement renouvelée parce que ça demande beaucoup d'énergie pour digérer complètement la viande, avec toutes les maladies que ça peut entraîner, etc. Et donc ça, il faut en avoir conscience. Et en plus, encore une fois, ce caractère, comment dire, de respect, parce que respecter la nature, c'est se respecter. Et il y a surtout une chose, je crois, qu'il faut que les gens prennent conscience, c'est que c'est pas la nature qu'on est en train de détruire. C'est nous. Oui, parce que nous, une fois qu'on aura disparu, la nature va reprendre ses droits. Donc on est tout simplement en train de se suicider. Suicider. Ouais, c'est ça. Ouais, on est pas mal on se dégrade, c'est fou. Il y a une vidéo qui tourne actuellement là sur une planète avec une actrice dont j'ai oublié le nom, Sophie Marceau, je crois. Sophie Marceau, oui. Qui fait la voix de la Terre et qui explique bien que de toute façon, t'as beau faire tout ce que tu veux, la Terre, elle s'en contre-fout des habitants qui se trouvent sur la Terre et que grosso modo, toi, tu disparaîtras, mais la Terre continuera à survivre. Et j'aime bien un petit peu ce réveil de conscience. Je pense qu'il est grand temps que chacun fasse le nécessaire. Oui. Alors bon, ce que je regrette peut-être, c'est justement ce témoignage que, parce qu'on essaie de faire parler la Terre, je suis pas sûr cette notion de elle s'en fout, c'est que... C'est mon côté excessif, Bruno. Oui, non, mais c'est exactement ce qu'elle dit quand même dans la vidéo. Moi, je pense que ça manquait justement d'essayer de créer un rapport respectueux et d'amour envers la nature, parce que justement, moi je vois la nature, est quand même excessivement, c'est sa nature d'être généreuse. C'est-à-dire que on peut mettre du béton, elle va repousser, elle va soulever le béton, elle va, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'une certaine manière, elle donne en permanence. Mais nous, on prend sans arrêt. Donc forcément, il y a un moment, il faut comprendre
c'est que dès qu'il y a cet équilibre, ça marche. C'est comme, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est comme un peu comme entre les personnes. Il y a une personne qui va être généreuse, puis il y a l'autre personne qui va prendre, qui va prendre. La relation va être complètement déséquilibrée. Et, euh, et, et là, si on comprend justement qu'il faut qu'on fonctionne en harmonie avec la nature, justement, de prendre encore une fois que ce dont on a besoin. Et aujourd'hui, avec justement, puisqu'on se dit intelligent, avec l'intelligence qu'on a développée, on peut mettre en place justement des systèmes qui peuvent nous éviter justement de perturber la nature et de créer de tels déséquilibres. Parce que là, c'est évident qu'on va vers la destruction. Si on se réveille pas vite, on va... et puis encore une fois, en sachant que la loi de cause et d'effet est patente, c'est que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, à un moment ou un autre, au nom de la loi de cause et d'effet, ça va nous revenir. Donc toutes les souffrances qu'on a engendrées, il y a un moment où on va payer la note. Hein. C'est clair qu'on va la payer et puis ça va être content. Et puis ça va être cher. Oui. Donc je pense qu'il est temps de faire... de faire attention justement à regarder, c'est ça le sens de responsabilité, et d'avancer en conscience justement. C'est-à-dire la conscience, c'est, comme disait souvent Sasaté Dalai Lama, j'aimais bien cette phrase qui a l'air toute simple mais d'une évidence incroyable, il disait regardez ce que vous faites. Souvent on fait des choses de manière très robotique, on fonctionne comme des robots, c'est-à-dire de manière stéréotypée, sans avoir conscience de la portée de nos actes, de nos gestes et de nos paroles, et aussi de nos pensées d'ailleurs. Mais tout ce que l'on fait, et aujourd'hui d'ailleurs ce que l'on vit, on en a déjà parlé, mais est simplement la juste continuité de ce que l'on a produit avant, c'est tout. Donc les gens s'étonnent de ce qui leur arrive, ils disent je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais c'est la juste continuité de ce que l'on a planté avant, c'est tout. Donc, et ça, il faut en avoir conscience. Et donc, si on veut que justement notre vie soit différente dans l'avenir, je pense qu'il est important justement d'augmenter cette conscience. Et donc, le sens de responsabilité qui va avec. Et là, justement, pour reparler de l'animal, on a une énorme responsabilité vis-à-vis des animaux, encore une fois, je le répète, qui dépendent de nous. Ouais. Allô, allô? Oui. Ah, ça a coupé. Donc on a été à qui dépendent de nous. Oui, ben c'est tout ce que j'ai dit. D'accord. C'est parce qu'ils dépendent de nous et pas l'inverse. Ouais. Donc, et je pense que ça, c'est vraiment encore que c'est un peu faux ce que je dis parce que justement, on dépend d'eux dans le sens où là, si demain les espèces disparaissent, on disparaît avec. Ouais, c'est clair que là on le voit avec les abeilles d'ailleurs. Hein. Oui, mais ça c'est les abeilles à papillons, tout ce qui est pollinisation là. Mais je crois qu'on n'a pas l'air de se rendre compte. Donc on se réveille pas, on dit oh c'est juste des abeilles, mais je crois que le jour où on va voir que les fleurs ne sont plus pollinisées, là ça va vraiment être une catastrophe. Ouais, ça va être la cata. Si on revient en effet aux animaux, parce que c'est vrai qu'on est un petit peu parti, mais j'adore, hein, c'est comme si on était au café. C'est lié, hein, de toute façon. C'est lié. Sur le contact des animaux, on s'aperçoit que quand il y a un animal qui vient, dans le cadre de la zoothérapie, hein, quand il y a des animaux qui viennent dans des lieux de personnes âgées ou des crèches, choses comme ça, les relations sont très agréables. La douceur vient. Enfin, il y a toute une autre énergie qui vient là-dessus. Ah oui, mais l'animal, encore une fois, il est le reflet de ce que la nature est, c'est-à-dire justement cette générosité. Et l'animal, encore une fois, justement, c'est qu'il a des affects. On utilise des chiens maintenant, de plus en plus d'ailleurs chez les personnes âgées. On les fait venir dans les maisons de retraite. Et je trouve ça merveilleux, je trouve ça extraordinaire. Parce que, alors, en même temps, il y a l'autre côté où je me dis, c'est dramatique, dans le sens où ça veut dire qu'on n'est plus capable de s'apporter mutuellement de l'amour et de l'affection. On est obligé de faire appel à des animaux. Mais bon, et on le voit même avec des autistes. Il y a de très nombreuses expériences qui ont été faites dans ce domaine, avec des dauphins, avec des chevaux, et de voir que justement ça a aidé l'autiste à se reconnecter avec la réalité. Et je trouve ça absolument fantastique. Donc c'est là où on voit à quel point, vu tout ce que l'animal peut nous apporter, il devient vraiment indispensable de le respecter. Cette notion de respect là, on le voit à chaque été. Hein. Oui. Les borderline, oh la vache, le respect là. Oui. Ça m'amène à discuter justement quand les gens décident de prendre un animal. Alors il y a un côté affect, il y a un côté objet que tu as un petit peu abordé tout à l'heure. Quand tu décides de prendre un animal, c'est quoi l'état d'esprit que tu devrais avoir ?
C'est justement d'avoir conscience que c'est une vie aussi, que c'est une vie sensible, qui là aussi a des affects. Quand on abandonne un animal, il vit aussi l'abandon. Et donc il se sent utilisé et jeté quand on n'en a plus besoin. C'est pas un Kleenex, un animal. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ce qu'on lui inflige à ce moment-là. De se dire, à ce moment-là, il vaut mieux carrément éviter de prendre des animaux si on envisage de l'abandonner un jour, parce qu'on se rend compte que, bah oui, c'est un fil à la patte, on peut pas l'emmener en vacances avec nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On l'abandonne et puis on en reprendra un jusqu'au À la prochain rentrée, vacances. ouais. Mais c'est absolument immonde. Mm. Il y a pas d'autre terme. On peut pas. Il faut que les. Mais là encore une fois, je pense que c'est, comment dire, ça rejoint ce qu'on a dit sur les relations. C'est le rapport qu'on a avec soi. Si Mm. on avait un peu plus d'amour pour nous-mêmes, on pourrait plus faire ce genre de choses. Il pourrait plus y avoir ce genre de comportement, parce que justement, on se rendrait compte de ce qu'on inflige à l'animal. C'est d'une certaine manière et indirectement ce qu'on s'inflige à soi. Ouais. Donc, je crois qu'à ce moment-là, bah, on fait le choix de ne plus avoir d'animaux si on a une vie qui est trop compliquée pour en avoir un. Et puis, on évite justement, parce que si c'était que l'abandon, mais on voit les maltraitances Ouais, sur, c'est ça. sur les animaux, on se demande pourquoi les gens ils veulent des animaux, c'est pour les maltraiter. Alors, il y a des philosophies autour de ça, comme quoi l'animal il apparaîtrait dans la vie de quelqu'un pour justement servir d'exutoire. Moi, je me dis, où est-ce qu'on va Ouais, moi, c'est vrai. je trouve ça extraordinaire, ce genre de philosophie. Mais bon, chacun voit ce qu'il a envie de voir parce que ça l'arrange peut-être. Mais encore une fois, il faut juste avoir conscience, c'est que tout ce que nous faisons ici et maintenant va avoir un impact sur notre vie à court ou long terme. Donc ça, il faut le savoir, c'est que les gens pensent échapper aux conséquences de leurs actes, mais ça c'est impossible. Mais Mm. c'est pas une question de punition, c'est juste une loi de cause et d'effet. C'est que si je balance un caillou dans la flotte, bah, ça va me provoquer un remous. C'est la conséquence de mon lancer de Mm. caillou. Et comme tous nos actes vont avoir à un moment ou à un autre des conséquences qui vont finir par nous revenir. Et ça, les bouddhistes l'ont compris quand ils parlent du karma, c'est ça, c'est pas une punition, c'est la juste continuité de ce que l'on a créé avant. Donc, et ça, on n'y échappe pas, qu'on le veuille ou non. Et la physique quantique dit la même chose Ouais. aujourd'hui. Mais il y a pas mal de choses hein, qui ramènent tout vers le fait que voilà, il y a une continuité, on vit quelque chose, et puis tous nos actes génèrent aussi autre chose. Hein. C'est pour ça que C'est pour ça que, il n'y a pas trop longtemps, alors c'est hors sujet, mais je vais le dire quand même, mais souvent, puisqu'on a parlé de la mort de l'animal, mais c'est vrai pour la nôtre, souvent on me demandait, mais qu'est-ce qui reste après la mort? Alors je leur dis, ben, les bouddhistes disent que ce qui reste après la mort, c'est le karma. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre histoire là où on l'a laissée. Donc c'est pas parce qu'on est mort que ça y est, on est tranquille. Hein. ah merde. Ah. Voilà. Parce que si on se place, j'ai presque envie de dire d'un point de vue scientifique, la vie c'est une continuité permanente. Mm. C'est-à-dire que, encore une fois, ce que l'on a, ce que l'on vit aujourd'hui, ce que l'on expérimente, est simplement la juste continuité de ce qui l'a précédé, tout simplement. Mais toutes ces causes et ces conditions sont nombreuses, aussi vastes qu'infinies d'ailleurs. Parce que comme disent souvent les bouddhistes, quand il nous arrive une tuile dans notre vie, qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, on dit on ne sait pas ce qu'on a planté Ouais. il y a très très longtemps. On en avait parlé, il y a une Voilà. émission ou deux là où justement, oui, faut faire gaffe à ce que tu as planté avant parce que tu vas Ah finir oui, par tout à fait. récolter. Oui, et on peut même rajouter d'ailleurs aussi, fais attention à ce que tu désires parce que ça pourrait bien t'arriver. ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai une histoire comme ça là, mais bon, on la racontera pas. Mais en effet, oui, quand tu désires quelque chose, il y a intérêt d'être très précis. Alors, ce qu'on peut dire concernant l'animal, bah, c'est justement, c'est important de profiter qu'on a justement un animal à la maison pour le chérir, pas dans le sens de le gâter, parce que Oui, c'est oui, pas oui. c'est un animal, parce que ça c'est pas de l'amour non plus. C'est en fait voilà, on est en train de lui bousiller la santé. Donc si c'est pas parce que l'animal, lui, on va lui donner à plein à manger, bah il va y aller, hein, il y a pas de Mm. problème. Donc il faut arriver à réguler, trouver un juste milieu, et puis surtout, bah, justement, donner de l'amour autant qu'il peut nous en donner d'ailleurs. Et là, c'est extraordinaire ce que les animaux se mettent complètement en phase avec ce que l'on est. Et pour nous, ce sont de précieux médiums. Mm. Parce que il reflète notre état d'esprit. Il suffit qu'on soit tendu, l'animal, hop, tout de suite on le sent, il est sur ses gardes, il sent les tensions qu'il y a dans l'atmosphère, et il suffit qu'on se détende là, aussitôt, Ouais. il vient vers nous, il va se blottir contre nous, c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent, c'est amusant, quand je fais ma méditation, aussitôt l'animal, le chat Oui. vient se blottir contre moi.
Oui, Ah oui. justement, hein, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début, hein, c'est que tu te vides en fait, enfin tu Ah, c'est enlèves ça. l'ego quoi. Voilà. Il y a plus d'ego, on est complètement disponible, réceptif, et l'animal, il le sent, donc il se sent accueilli. Donc il sent que là, il peut être complètement accueilli. Mhm. Et là, on peut créer vraiment un lien tout à fait magique, hein, j'ai envie de dire, aussi magique qu'avec des humains. Il n'y a pas la compassion, c'est pour tous, hein, d'ailleurs, parce que sinon, c'est pas de la compassion. Comme disait le Dalai Lama, l'amour et la compassion ne dépendent pas de l'attitude d'autrui, ni de la forme, ni de quoi que ce soit. Parce que le soleil se demande qui il va chauffer, il chauffe tout le monde. J'aime bien ça, j'adore ces philosophies-là. Justement, le bouddhisme et les animaux, comment ça se passe justement? Bah, dans le respect, c'est un rapport respectueux, il n'y a pas d'attachement. Il y a pas d'attachement, c'est encore une fois, on va vers justement. Alors, on a dit effectivement que les bouddhistes mangeaient de la viande, mais bon, par contre, ils ne tuent jamais d'animaux. Mais bon, c'est vrai on peut critiquer, mais la plupart, en tout cas, moi, de ceux que je connais, en tout cas, les orientations bouddhistes tibétaines sont plus tournées vers le végétarisme, voire vers le végétalisme, pour ne pas nuire à l'animal. Hein. Et, Il y avait un film, je crois que c'était, je me rappelle plus, Little Buddha, ou je sais plus lequel. Non, 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 c'était l'histoire du Dalai Lama. Où justement il y avait une construction, je sais pas si tu as vu ce film, de cinéma, et donc il fallait creuser quelque chose. ah oui, Et ils t'avais tous les récupèrent moines et la terre, récupérer. c'était extraordinaire, hein. Moi je trouve ça génial. Parce que pour eux, c'est insupportable. Alors dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça. Bon, il y en a qui font attention, mais bon, le bouddhisme, c'est un peu, c'est des êtres humains aussi. Ils utilisent les bulldozers aussi. Donc voilà, mais il y a sur le fond quand même ce respect envers la vie, donc, envers toute forme de vie. Et pour eux, c'est primordial parce que, en plus, moi au début, je trouvais ça un peu exagéré quand j'ai rencontré Shimedri Rinpoche, qui ne tuait même pas une mouche. Et je me suis rendu compte, à force de le côtoyer, je me rendais compte que d'être attentif à ça, en fait, ça développait le respect envers la vie. Et ça m'a aidé à croître dans ce sens où, personnellement, je préfère chasser si une mouche m'agace, j'ouvre la fenêtre, puis je la fais sortir, mais je vais pas l'écraser. Donc, en tout cas, je vais pas le faire volontairement. Ça peut m'arriver d'écraser un Mhm. escargot malencontreusement, ou bon, je me sens pas coupable, mais je ne vais pas volontairement, en fait, en tout Ouais, cas c'est ça. détruire. Il y a cette notion de conscience, hein, de volonté à vouloir détruire ce qui est vivant, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça, non, chez moi, c'est complètement exempt et Ouais. je fais pas ce genre d'acte volontaire. C'est pour ça, encore une fois, je le répète, mais j'ai poussé au point de devenir complètement végan pour que même je mange pas d'œufs non plus, parce que bon, quand je vois les poules de batterie, comment elles sont maltraitées, pour moi, c'est vraiment insupportable. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, on pourra revenir sur justement les différentes formes de végétalisme, végétarien, végan et tout ça là, dans une autre émission, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, hein, et puis tu le sais bien, hein, moi je suis encore, on va dire carnivore là quelque part, là, et j'ai des difficultés à passer sur le côté 100% végétal, végétal, enfin en tout cas. Mais le chemin se fait et ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience en effet de tout ce que tu as dit, hein, la De plus en maltraitance animale, etc. et Et puis qui la veulent conséquence, c'est évoluer. que la communauté végétarienne a pris un essor mais considérable. Les gens ne se rendent pas compte. C'est rigolo, on pointe encore du doigt une communauté qui commence à devenir, à prendre une ampleur mais absolument incroyable. Donc on entend des choses, je vois des choses absurdes de la part même de certains hommes politiques je me disais mais ils sont absolument incroyables. Et je crois que le respect c'est envers toute forme de vie. Il n'y a pas Mhm. il y a pas, justement, on utilise des termes justement pour se couper de nos émotions, de ce qu'on ressent. Par exemple, on parle du bétail. C'est du Ouais, bétail, c'est plus une vie, c'est plus un animal. Et ouais, pourtant, c'est une vie aussi. C'est comme on dit le gibier. Ça, c'est un bon moyen de se couper de ses émotions pour pas voir qu'on est en train de prendre une vie. mhm. Donc, voilà. Puis je crois que le pire de l'absurdité, c'est aujourd'hui les corridas qui existent encore. On se croirait Ouais, c'est vrai que... à l'époque des Romains, quoi. On met l'animal dans l'arène et puis on satisfait son besoin de toute puissance sur l'animal. Je trouve ça d'une cruauté sans borne. C'est inqualifiable. Ouais. C'est vrai que la maltraitance animale, hein, il y a beaucoup. Hein. T'avais fait circuler une vidéo, me semble-t-il, hein, c'est justement dans des abattoirs là.
même si on est à la rigueur, en effet carnivore, etc., il y a quand même un minimum de respect à avoir. Et là, on a complètement dépassé cette notion d'irrespect total. Hein. C'est de la cruauté, clairement. Ah mais là, c'est vraiment de la cruauté. Donc je pense que j'ai envie de dire aux gens, mais vraiment faites attention. Faites attention. C'est pas une mise en garde, mais on est en train de créer, justement, c'est de se dire, mais c'est la viande que vous allez manger. Vous imaginez le niveau vibratoire, pour ceux qui ont quelques notions justement en physique quantique, le niveau vibratoire qu'on met dans son assiette. C'est une catastrophe et on sait qu'on est ce que l'on mange. Moi, j'ai vu la différence dès l'instant que je suis devenu végétarien, le niveau d'agressivité descend considérablement. Et donc, ça fait place à beaucoup plus de paix en soi-même et le corps s'en sent parfaitement bien. Et là, il y a aussi une vidéo qui a été publiée d'un sportif de haut niveau qui a atteint des performances extraordinaires. Il est complètement végan. D'accord. Donc, on voit qu'on n'en a pas besoin. Donc, c'est vrai que j'ai presque envie de dire, c'est un cri du cœur parce que toute cette souffrance qu'on engendre et à laquelle on participe, parce qu'on peut dire c'est pas moi qui l'ai fait, mais si, parce que comme on veut de la viande, les abattoirs sont obligés d'exister, dans quelles conditions, et comme on est de plus en plus, il y a d'un autre côté, on est dans la surproduction justement animalière, donc l'animal, il y a tellement d'animaux à tuer que ça devient complètement inhumain. Donc on traite vraiment l'animal, et c'est genre, j'ai envie de dire, j'ai de la compassion pour ces gens qui maltraitent ces animaux dans les abattoirs parce qu'ils sont dans un surstress et ils sont obligés justement de se couper de leurs émotions, mais ça pousse à des comportements complètement névrotiques. C'est une grande souffrance. Ils vivent en même temps la souffrance, ils projettent leur souffrance sur l'animal en réalité. Donc je pense que ça sert à rien de les condamner parce que je pense que, encore une fois, ça existe parce qu'on le fait exister. Chacun à son niveau, le fait que voilà, on mette de la viande dans sa assiette et on n'est pas, même si on mange de la viande, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Ouais, ça. On peut réduire ça et de se dire voilà, comme ça je réduis au moins la souffrance animalière en réduisant justement cette production qui devient une surproduction qui en plus, et ça il faut pas l'oublier, puisque ça touche quand même au sujet d'aujourd'hui sur le monde animal, c'est que plus on consomme de viande, plus il y a de production bovine et donc ça entraîne une asphyxie des ressources de la planète. Donc c'est à long terme, encore une fois, c'est ça la loi de cause et d'effet, c'est qu'à long terme, eh bien, c'est nous qui allons être pénalisés, puisque de toute façon, la planète va carrément devenir irrespirable à plein de niveaux, et ça va devenir vraiment catastrophique. Donc justement, on est simplement déjà, c'est dans notre assiette qu'on commence à détruire la planète. C'est ça qu'il faut que les gens ils en aient conscience. Je pense qu'en développant ce sens de responsabilité, on arrive progressivement en se disant, si demain quel genre de planète je vais léguer à mes enfants, parce que nous, on le verra peut-être pas, bien que ça va très très vite, hein, d'après certains courants scientifiques, il nous resterait, entre guillemets, plus que 20 ans à vivre. En tout cas, dans 20 ans, c'est irréversible, on pourra plus revenir en arrière. Ouais. Donc là, l'extinction de l'homme est programmée. Ça, c'est d'une évidence aujourd'hui. Donc je pense que le plus petit geste, aujourd'hui, compte. Et justement, ce geste, c'est dans l'assiette. Ça a l'air de rien du tout comme ça, mais ça va entraîner. Donc là, c'est même notre intérêt qui va peut-être nous amener au respect vers l'animal. Et tant mieux. Oui, je pense qu'à un moment, enfin, on fonctionne beaucoup comme ça quand on est au pied du mur. C'est à ce moment-là qu'on se réveille. Hein. Parfois, c'est un peu trop tard, mais bon. Ouais, en espérant que c'est pas trop tard, parce que là, on a atteint un seuil critique. Et je pense qu'il faut vraiment... alors, il y a des choses qui se multiplient aujourd'hui, qui sont critiquées, et que, comme ça a toujours été le cas, de toute façon, ça changera pas. Mais je pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens. Et c'est vrai que ça sert à rien de se culpabiliser, de se dire bon, je mange de la viande. Il faut juste avoir conscience que dès l'instant où on mange de la viande, on participe justement à la destruction de notre planète, c'est-à-dire de notre maison. Ça nous viendrait pas, nous, dans notre maison, justement, de vider nos poubelles dans la maison ou de détruire la maison dans laquelle on est. On va faire attention. C'est-à-dire, on va pas allumer un feu dans notre maison, par exemple, au milieu du salon, au risque d'être intoxiqué soi-même. Mais pourtant, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et il faut que les gens ils aient conscience de ça. C'est vraiment un cri d'alarme. C'est justement pas pour culpabiliser les gens, c'est de se dire, mais c'est notre planète. C'est notre planète, on n'en a qu'une. Hein. Avant qu'on soit capable de se barrer sur une autre planète, et on ne sait pas dans quelles conditions, parce que si c'est pour se retrouver sur une lune où on va être obligé de créer un monde complètement artificiel, mais ça va être épouvantable. Ah, c'est clair qu'on va beaucoup perdre au passage. Oui. Les personnes qui accueillent des animaux,
au quotidien là, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec des animaux plein, qui tombent complètement dans l'excès inverse. On parlait de chats tout à l'heure là. Il y a des personnes qui ont 30, 50, 60 chats dans leur appartement là. Qu'est-ce qu'elles recherchent là? Parce que bon, je veux dire, il y a un moment ou un autre, c'est plus vivable. C'est des angoisses. C'est des angoisses, on a besoin de combler un manque. Mais là, on mesure la taille du manque. Parce que c'est... Puis 40 chats, c'est pas fait pour vivre ensemble. Ah, L'animal est déjà un animal... moi, j'en ai quelques-uns, mais bon, ils s'entendent bien, ils ont suffisamment d'espace pour ça. Mais déjà, pour un chat, c'est intolérable. Un mélange de chat et de chien, moi, j'ai récupéré justement un de mes chats, justement, chez une personne qui avait 10 chiens, je sais plus combien de chats. Bon, en même temps, elle avait bon cœur, c'était une cantatrice, elle essayait de récupérer tous les animaux abandonnés. Et c'est vrai, alors bon, elle essayait de les caser, mais elle en avait à elle un très grand nombre. Donc, mais on voit que là, il y a une... à moins de construire un foyer d'accueil, mais ça c'est encore autre chose. ouais, c'est autre Et chose. Ouais. pour soi, dans une maison, ça c'est absurde. Et parce que en plus, je suis pas sûr qu'on apporte beaucoup de bonheur à l'animal à ce moment-là. Là, on cherche vraiment plus à combler un manque. Ouais, clairement. Ouais. C'est vrai que c'est pas tout de prendre un animal, c'est aussi une responsabilité et il Et faut puis, oui, justement, ces personnes qui disent aimer les animaux, il faut pas oublier que qu'est-ce que va devenir l'animal le jour où on part. Et ça, on voit plein de cas, justement, ouais, de personnes qui décèdent et on doit récupérer 40 animaux qui vont être dispatchés à droite, à gauche, qui vont être mis dans des foyers, pas dans des foyers, justement, du jour au lendemain, vont se retrouver enfermés dans une cage parce ouais, que ou même abattu. Hein. ou abattus, ou donc je trouve que il faut avoir justement là aussi un sens de responsabilité. Et là aussi, j'invite les gens qui font des élevages, soi-disant qu'ils aiment les animaux, mais justement, si on aime les animaux, on ferait pas d'élevage, parce que quand on aime un animal, justement, on n'a pas besoin d'en produire, parce qu'on sait très bien que c'est juste pour gagner de l'argent, et gagner de l'argent sur un animal, c'est pas, ça ne viendrait pas de faire de l'élevage d'humains. Mm. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, alors là, je vais être fortement critiqué, je m'en doute, mais c'est pas grave. Je, on peut pas. Il faut avoir conscience que justement, avec cette surproduction d'animaux, on est, c'est une catastrophe. Et là, on sait très bien de toute façon qu'on le fait pour l'argent, parce que on n'a pas besoin de plus d'animaux qu'il y en a. Il y en a tellement qui sont abandonnés, donc c'est un peu absurde. Oui, ça aussi, tiens, c'est très juste ce que tu viens de dire là. Il y a beaucoup d'animaux qui sont abandonnés et pourtant les gens vont chez les éleveurs, dans les élevages, etc. Mais Quoi. parce que là aussi, là c'est juste parce qu'on cherche à se valoriser à travers l'animal. On veut un bel animal, on veut, voilà, c'est purement esthétique. C'est purement esthétique, c'est purement égotique, c'est parce que l'animal il me valorise, parce qu'il est beau, parce que voilà, c'est sûr qu'on va pas prendre le chien qui a été abandonné, qui est peut-être voilà, à qui il manque une touffe de poils ou même carrément il est blessé. Ouais. Mm. Ah, alors si on parlait véritablement d'aimer l'animal, ça devrait faire fi de ça justement. On se fiche de la bouille de l'animal. C'est ça. C'est on se, on va pas, on va continuer à aimer notre enfant même s'il est laid. Mm. Et je veux dire, on va avoir le même amour inconditionnel. Non, et pourquoi on fait pas ça avec les animaux? Donc, il faut arrêter cette hypocrisie parce que c'est complètement faux. J'aime bien cette approche-là. Ça va pas faire plaisir, en effet. Hein. C'est très égotique, en fait, de choisir son animal. Mais oui, mais complètement. Mais qu'est-ce que ça peut faire que l'animal il soit de telle ou telle race, de telle ou telle. Mm. Et là, moi, je me permets d'en parler parce que je connaissais j'ai une de mes amies qui fait de l'élevage de chevaux, mais je peux pas cautionner ça parce que je me dis mais c'est pas de l'amour. Faut arrêter, c'est pas de Oui, l'amour c'est ça. le business. Non, il y a un lien affectif, c'est vrai. C'est pas de l'amour. Justement, si on a de l'amour, on va essayer de créer un climat de bonheur pour ces animaux. On va essayer quelqu'un justement qui crée un foyer, pas un foyer, un refuge pour essayer de récupérer les animaux qui ont été abandonnés. Là, on peut vraiment parler d'amour et de compassion. Mm. Oui. Là, il y a Oui, véritablement bien sûr. de la compassion. Mais si on surproduit justement déjà des animaux, alors qu'il y en a largement suffisamment sur la planète parce qu'il y a tellement d'animaux abandonnés, là, je regrette, mais on ne peut pas parler d'amour. Mm. Les gens se voilent la face. Là, je sens que le jour où va sortir cette vidéo, Ah oui, ça va faire.
Il y en a qui les éleveurs. Je vais avoir les éleveurs sur le dos. Non, mais t'as tout à fait raison. Regarde, moi, j'ai récupéré un chat. Je suis pas allé le chercher dans un élevage. Je suis allé le chercher sur une annonce. Et en effet, je cherchais un chat qui ressemblait avec le chat que j'avais perdu, etc. quoi. Il y avait un côté affectif, mais oui, on va dire, comme on dit ici, magasiné mon chat. Je suis pas allé dans un foyer récupérer le premier chat qui venait. Merci. Mais ça va pas faire plaisir, hein. Ah non, mais c'est clair. Non, mais je pense il faut regarder les choses telles qu'elles sont. J'ai pas de, je veux dire, j'ai pas de colère ou d'amertume, mais je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et de se dire, voilà, quand on fait de l'élevage, si on fait de l'élevage, c'est quand même pour vendre l'animal. Ah, c'est ça, oui. Encore une fois, je dirais à ces gens, mais vous allez pas vendre votre sœur, vous allez pas vendre votre frère, ça vous viendra pas à l'idée. Tu vas pas vendre tes enfants non plus, hein. Voilà, oui, vos enfants non plus, donc vous les aimez. Donc si on reconnaît en l'animal justement ce lien avec la nature, avec ce que nous sommes, on va pas vendre l'animal. À la limite, on va le donner pour qu'il ait un foyer, qu'il soit heureux. Là, peut-être, oui, mais on va pas le vendre. Donc, mais c'est vrai qu'autour de l'animal, il y a un vrai commerce parce que c'est juste les gens ont besoin de se valoriser, ils ont besoin de se, voilà. J'ai même une personne que je connais que je ne citerai pas ici, elle va se reconnaître en voyant la vidéo, qui a acheté comment on appelle ces chiens tibétains. C'est pareil. Je me dis, mais pourquoi t'achètes alors justement, c'est une grande pratiquante. Je me dis, mais il y a un paradoxe entre le fait que justement tu pratiques la méditation, tu parles d'amour et de compassion, mais à ce moment-là, si tu avais réellement de l'amour et de la compassion, tu aurais essayé de prendre un animal qui avait justement besoin d'un foyer, qui a besoin d'amour, qui a besoin voilà, t'as besoin d'aller acheter le chien extrêmement cher. En plus, elle n'avait pas trop les moyens, ils achètent un chien qui est extrêmement cher. C'est juste pour se valoriser, parce que quand elle se promène dans la rue, oh, il est mignon, il est beau, mais où vous avez trouvé cet animal? Voilà, c'est ridicule tout ça. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur justement le choix de ces animaux. Ouais. Bon, je pense que je vais pas me faire beaucoup d'amis. Non, mais c'est correct. Moi, je pense que c'est une très très belle prise de conscience. Et moi, je te remercie parce que c'est vrai que moi, quand je suis allé chercher mon chat, j'ai pensé en effet à aller dans une association où ils récupèrent les chats. Et puis je me suis dit non, je vais prendre un chat que j'ai envie d'avoir en fonction de mes envies. On peut pas dire qu'il est même si j'aime ce chat et puis que c'est un amour inconditionnel, mais à la base, c'était un choix qui était non conditionnel. Parce que c'est des chats qui ont été justement adoptés, que j'ai récupérés, voilà, c'est une personne qui s'est retrouvée malencontreusement avec un chat. Elle avait le choix soit de l'emmener à la SPA, donc on l'a récupéré. Ma deuxième chatte qui s'appelle Cacahuète, c'est pareil, on l'a récupéré parce que c'était un animal abandonné. Mais il y a un lien tellement fort parce que justement il n'est pas esthétique. Ouais. Et elle est jolie comme tout, mais il n'est pas esthétique. Il y a vraiment un lien. Il y a vraiment un lien et ça c'est unique. C'est ça, ouais. Vraiment unique. C'est 1000 fois mieux que justement. D'ailleurs, depuis, elle a 10 ans maintenant, elle a chopé une verrue sur l'oreille. Voilà, c'est pas, mais on l'adore parce qu'il y a un tel lien avec cet animal qui est extraordinaire. Donc c'est vraiment du bonheur. Ouais, c'est ça. Puis après, la relation avec les animaux, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant, hein. Oui, C'est vraiment oui, très puissant. Il est bientôt temps de terminer cette émission, mon ami Bruno. Belle émission, en effet, sur les animaux. On a beaucoup dérivé, hein. Ça, on a fait du C'était vegan,